En quoi vous considérez par exemple que les climato-sceptiques, du point de vue de votre analyse, ne sont pas des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire finalement qu'ils ne s'appuient pas sur une base comme vous la définissiez? Alors, il y a plusieurs façons de répondre, mais bon, pour moi c'est très simple, c'est que l'histoire du climat, comme les autres dossiers, c'est une histoire longue, que vous ne pouvez pas traiter sans remettre en histoire sur déjà 20-25 ans de travaux collectifs, etc. Le fait de... quand vous lancez une alerte, ça veut dire que vous créez quelque chose de nouveau. Vous ouvrez un processus, vous avez quelque chose de nouveau à apporter qui change en fait la direction dans laquelle se dirigent les acteurs et les discussions. Le fait de vouloir... Les climato-sceptiques actuellement en fait réagissent au succès de l'alerte. C'est-à-dire qu'en fait c'est une contre-alerte, d'une certaine manière, qui va essayer de faire revenir dans des phases antérieures pour précisément réexploiter les incertitudes générées par la discussion publique normale et en remettant en cause en fait les prémices, les fondements même de la possibilité d'une climatologie dotée d'une autorité internationale. Et ça se voit très bien dans leur texte. Si vous avez, il y a par exemple au hasard un site qui s'appelle Pensée unique. Déjà, vous voyez rien que le titre du site est quand même intéressant. Et qui vise précisément à montrer qu'il y a une espèce de pensée unique en matière de climat. Vous regardez les premières phrases de ce site, c'est de la polémique, c'est du pamphlet. C'est-à-dire que vous avez de la dominève atypique, et vous avez des gens qui vont immédiatement réagir forcément, parce qu'ils sont mis en cause. Alors là, ils ne réagissent pas tous, parce que certains sont pas directement concernés, mais quand vous avez un truc qui va discréditer les acteurs qui prennent la parole, la réaction ne va pas pouvoir être du traitement d'un signal d'alerte. Donc, pour être un lanceur d'alerte, si vous voulez, il faut avoir cette éthique, qui est généralement partagée par ceux qui le font, de passer la parole à d'autres, qui vont effectivement discuter de la validité de l'alerte, et de travailler à la séparation entre les conditions de lancement de l'alerte et l'objet lui-même. Si vous dites, par exemple, remettons-nous un peu dans le passé, si vous dites d'Henri Pézra, quand dans les années 70, il lance fortement un signal d'alarme sur la question de l'amiante, et notamment des flocages, parce que c'était nouveau la question des flocages. Il y avait effectivement déjà des signaux d'alerte sur l'amiante antérieure, mais là c'était vraiment la découverte de tout ce que pouvaient faire ces bâtiments floqués, notamment Jussieu, évidemment, sur la santé des travailleurs et des occupants. Vous voyez bien que l'enjeu, c'est de lancer un processus qui va progressivement construire une réalité. Là, on n'est pas du tout dans on est dans une déconstruction. Et donc, pour être... je vois mal, enfin, on peut toujours... Tout le monde peut être lanceur d'alerte de tout n'importe quoi. Si vous voulez, comme toute notion, on peut la tordre. Je pense qu'on a affaire plutôt... Et le terme de négateur qui s'est un petit peu imposé au fil du temps est très bon. C'est vraiment ce que dit Bernard Williams, ce sont des acteurs dont la seule préoccupation est de rabattre tout énoncé de vérité sur les propriétés de ceux qui portent les énoncés. C'est-à-dire donc de dire, ah ben c'est pas étonnant, regardez c'est X, c'est Y, c'est Z, et il n'y a rien qui résiste dans leur discours, sans jamais finalement porter un argument nouveau ou intéressant dans le débat. Et donc en l'occurrence, ils ne se séparent pas de la possible controverse puisqu'ils accaparent la parole et la conservent. Ils rendent impossible en controverse. Je crois que, effectivement, il y a Doubt is a product, qui est le fameux topo de généraliser le doute, donc de l'espèce de travail que font certains lobbyistes américains pour évidemment dire ben, on ne peut pas savoir, on ne saura jamais, il y a une incertitude, etc., donc on ne prend pas de décision, qui est une façon, évidemment, une stratégie possible. Mais l'autre stratégie, c'est de plonger tout le monde dans le discrédit, de façon à ce qu'on ne puisse plus jamais sortir de la polémique. C'est-à-dire qu'il ne puisse plus y avoir de discussion séparables des appartenances, des groupes, des individus, des valeurs auxquelles ils sont attachés. Donc si vous dites, oh ben ça c'est typiquement un raisonnement écolo, vous voyez bien que vous vous débarrassez du raisonnement. Vous l'attribuez à un type de personnage public au lieu de pointer sur, alors je prends l'argument, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est par contre de voir à quel degré, et bon, mais l'Académie des sciences est quand même clouée là-dessus, c'est clair. Enfin, je veux dire, l'Académie des sciences dit, alors, si c'est l'Académie des sciences qui dit, est-ce que nous, on va dire, ça veut dire que ça a de l'autorité, puisqu'on peut la critiquer par ailleurs. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, à un moment donné, de regarder que les arguments, ne plus citer de nom de personne. Il n'y a pas de personne citée, par exemple, dans le rapport de l'Académie des sciences. Il faut dépersonnaliser la discussion, vous voyez, pour retrouver une discussion sur les faits. Donc, être un lanceur d'alerte, me semble-t-il, ça engage une éthique
de séparer à un moment donné ses propres visions du monde, ses propres intérêts, ses propres attentes, d'une factualité d'un certain nombre de choses qui vont pouvoir être saisies par d'autres et qui vont les traiter et les prendre au sérieux. Et là, on n'est pas du tout dans cette figure-là. Donc c'est pour ça que moi, bon là, je suis obligé d'aller vite, hein, et j'essaye de remplir les charges qu'on m'a données. On va y revenir, je pense. Merci.